Bonjour à tous, on espère que vous passez un bon début d'été. On approche à vitesse grand V du All-Star Weekend qui se jouera le 20 juillet et de la pause olympique où on a hâte de suivre les Cats, les Bleus et bien sûr Team USA. Mais la WNBA bat toujours son plein et on va en parler aujourd'hui dans le Swish Brunch, votre rendez-vous du dimanche. Je suis aujourd'hui en compagnie du seul homme capable d'envoyer par message à 7h37 un dimanche. Je suis debout, j'ai regardé USA Australie au mondial U17 féminin au réveil. Gis, comment ça va et est-ce que ce match était cool au moins? Ouais, bah ça va et toi? Ben ouais. Euh, Bah écoute, ouais, le match était bien, ouais, bah ça permet de voir un petit peu les futures joueuses NCAA, quoi. Notamment, il y en avait deux que je voulais cibler, là, un petit peu Jersey Robinson Ouais. à Team USA, puis Lara Somfai côté Australie, et c'était pas mal, ouais. Bah, ça a été les deux, enfin, ça a été les deux meilleures marqueuses de l'équipe. Voilà. Bon, Team USA a étrié l'Australie, hein. Voilà, De voilà, 30 points. voilà pourquoi Gis est en avance sur même les scouts WNBA. Alors, un dimanche matin, si vous voulez atteindre ce niveau d'expertise, il faut vous lever très tôt le dimanche pour regarder des USA Australie U17. Les Bleus, oui, les Bleus sont dans la compète, évidemment, c'est Ouais, cool. les Bleus, ouais, avec Alicia Turnebise et tout ça, ouais. Ah, très bien. Eh ben, on va suivre ça aussi. En attendant, on va quand même parler de WNBA puisque c'est le sujet du Swish Brunch tous les dimanches. On va faire un point sur le classement comme on fait d'habitude pour ceux qui n'ont pas suivi et qui voudraient une petite photographie de ce qui se passe dans la ligue depuis une semaine. En tête du classement, New York qui est vraiment sur une très très belle dynamique, qui a gagné 3 matchs de suite et qui est donc leader du classement avec 20 victoires et 4 défaites, avec 2 matchs d'avance sur Connecticut qui est toujours deuxième, le Sun 17 victoires, 5 défaites, qui a perdu son dernier match. Troisième position pour Minnesota qui a 3 victoires et demie de New York, 16 victoires, 7 défaites. Les Las Vegas Aces, dont on va parler dans quelques instants, qui sont désormais dans le top 4, 15 victoires, 5 défaites grâce à une série de 3 victoires consécutives. Pour clôturer le top 5, Seattle est toujours là et a gagné son dernier match, 15 victoires, 8 défaites. Suivant ensuite Phoenix, là il y a un petit trou quand même, il y a 3 victoires, 3 victoires d'écart entre Seattle et Phoenix. Phoenix 6e. Indiana 7e, 10 victoires, 14 défaites. Le Fever 7e est donc virtuellement qualifié pour les playoffs, talonné par le Chicago Sky, aussi une équipe qui performe un peu mieux que ce qu'on attendait en début de saison. 9 victoires, 14 défaites pour le Sky qui a néanmoins perdu ses 2 derniers matchs. Et pour les équipes non qualifiées, donc potentiellement loterie cette année, Atlanta, 9e déception de la saison, 6 défaites de suite pour le Dream malheureusement, qui continue de pâtir des blessures de la plupart de ses joueuses cadres, enfin, notamment de Ryan Howard et Jordan Canada. Ariel Powers aussi, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas joué les derniers C'est matchs. ça, c'est ça. Les Ouais. deux derniers matchs. Les 2 derniers matchs, donc ça pèse une saison compliquée pour le Dream par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir. Viennent ensuite les Sparks, 6 victoires, 17 défaites, les Washington Mystics, 6 victoires, 17 défaites également, et la Lanterne Rouge Dallas qui est repartie sur une série de défaites, 3 défaites de suite avec 5 victoires et 19 défaites. J'ai vu ta mine déconfite à l'évocation des Dallas Wings, même si on s'attendait peut-être à une saison compliquée, c'est vraiment très très compliqué. Est-ce que tu as quelque chose t'as une remarque à faire sur le classement, quelque chose qui t'a surpris cette semaine avant qu'on bifurque sur les équipes et les joueuses? Non, bah, je trouve que ce que fait Indiana là depuis après le très mauvais début de saison est plutôt intéressante, hein. Septième, c'est bien. Et elles remontent, elles sont à 42% de victoire. Quand on voit comment elles ont commencé, elles sont à 60% de victoire sur les 10 derniers matchs. Moi, je les attendais plutôt capables de faire ça, et ça va mieux dans le jeu. Bon, je pense qu'elles ont passé aussi, enfin, tu vois, il y a eu la compréhension, Mhm. la mise en place, la compréhension du jeu et tout ça, et c'est assez, euh, c'est assez cool. Puis j'aime bien qu'il y a la petite bataille Indiana-Chicago là. Bah ouais. Si ça pouvait se poursuivre jusqu'au bout là, elles ont un demi-match d'écart là, donc ça rajoute encore plus, tu sais, de choses dans la course de la rookie de l'année en plus. Bah Je oui. trouve que c'est marrant, quoi. C'est ça, C'est les marrant. deux équipes se tiennent, hein, 10 victoires, Mm. 14 défaites pour Indiana, 9 victoires, 14 défaites pour Chicago. C'est dans un mouchoir de poche avec une petite marge sur Atlanta en plus pour l'instant. Donc je trouve ça aussi cool que ces jeunes équipes-là soient à la lutte et une bonne chance de goûter au playoff. Il reste beaucoup de matchs, hein. Il y a la trêve olympique Mm. Mm. qui va permettre aux unes et aux autres soit de se reposer, soit d'être un peu coupés dans leur dynamique. Parfois ça fait aussi cet effet-là. Mais t'as raison, c'est une storyline qu'on suivra sur la deuxième partie de saison, notamment entre Indiana et Chicago. Avant ça, on va désigner notre équipe de la semaine, enfin celle dont on voulait parler en particulier. C'est, comme je disais tout à l'heure, les Las Vegas Aces qui sont, ça y est, dans le top 4 après un démarrage très très poussif, en tout cas pour des doubles champions en titre. Les Aces ont gagné leurs 3 derniers matchs et 9 de leurs 10 dernières rencontres. Ça y est, la machine est lancée, Gis.
Ouais, bah, je pense, ouais. Bah, ça coïncide avec le retour de Chelsea Gray qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Voilà, l'équipe retrouve de la profondeur. Tiffany Hayes commence à s'intégrer aussi. Et Jay Wilson, bon, elle est monstrueuse, quoi. Enfin, c'est même plus monstrueuse, hein. Juste quand même, Si pour en t'as les dire stats, un ouais. mot, hein, sur la semaine, 28 points, 16 rebonds, 4 comptes de moyenne, à 50% au tir, 60% à 3 points, 95% au lancer. Bon, bah, il y a 3 lettres à dire. Je pense que si Vegas reste dans le top 4, elle sera MVP et je ne serais pas étonné qu'elle soit MVP unanime même, Oui. vu ce qu'elle fait, et ça sera entièrement mérité. Non, bah, ça tourne bien et comme tu le dis, hein, 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Quand on voit là le top 5, il y a 3 équipes qui sont à 60% de victoire, hein, sur les 10 derniers matchs. Le Sun, Minnesota et Seattle qui sont un petit peu en panne, et New York et Vegas, hein, sont à 90% et 80%. Donc on retrouve bien quand même un peu la hiérarchie de la saison dernière qui est en train de se mettre en place. Même si le classement est beaucoup plus serré que l'année dernière. Mais je pense quand même que ça va se réguler, et je ne serais pas étonné qu'à la fin de l'année, on ait New York, Vegas, première et deuxième de la ligue. Même si les écarts vont être plus faibles, je ne vois pas Vegas revenir sur New York. Il y a 4 matchs d'écart quand même. Ouais. Je ne suis pas sûr que New York, vu comment ça tourne quand même plutôt Oui, bien. ça carbure bien aussi, New York. Ouais. Ouais, 4 matchs, je pense que c'est trop. Par contre, 2 matchs de retard sur le Sun, pour Vegas, C'est très faisable. à mon avis, c'est très très faisable. Attention quand même pour Vegas, parce qu'elles vont envoyer 6 joueuses, je crois, Bah au ouais, JO. il y a leur Big Four Ouais, qui va à 5. Il y a Tiffany Hayes qui va au 3-3 avec l'Azerbaïdjan. Attends, et et Megan Megan Gustafson Gustafson. Ouais. qui va avec l'Espagne. Donc ça fait quand même, voilà, ça fait quand même beaucoup, quoi. 6 joueuses qui partent, hein. On va voir, hein, parce que c'est quand même éprouvant, hein. Ouais. Ça te laisse quand même peu de repos. Même si dans Team USA, on peut imaginer quand même que, bon, il y a assez de monde pour pas jouer 35 minutes par match, mais bon, faut faire attention quand même, parce que c'est pas neutre. C'est de loin l'équipe qui en envoie le plus, de toute la Ouais, ligue. Donc bon, on va New voir, York hein. New York en a un peu aussi, mais sans doute moins. Là, du coup, j'ai pas réfléchi, mais de Bah tête, déjà, Breanna Stewart. ils en ont 2 déjà de titulaires, Ouais, puisque c'est Ionescu. Sabrina Ouais, et Brenna Stewart. Et après, ils ont Leonie Fibic, avec l'Allemagne. Ouais. et Nyara Sabali. Ok. Mais qui sont quand même plus 2 joueuses de rotation, quoi. On est quand même sur des temps de jeu un petit peu plus faibles, donc je pense que ça aura peut-être un peu moins d'impact, quoi. Ouais, John Quell Jones et Bednadja Laini vont pouvoir partir en vacances tranquillement et recharger les batteries, par exemple, ce qui est pas négligeable. Mm. Mais oui, c'est pour ça que moi je suis très curieux de voir comment ça va se passer, bah, même pour les Aces justement, parce que leur dynamique est impressionnante. On retrouve le rouleau compresseur des 2 dernières années. On avait pointé un peu du doigt quelques relâchements un peu logiques pour une équipe qui gagne énormément, avec l'absence en plus de Chelsea Gray, ça joue. Là, sur les derniers matchs que j'ai vus de Las Vegas, c'était quand même je les ai trouvés très concernés, très appliqués, et on retrouve l'équipe pleine de confiance et de certitude qu'on avait vu. Je pense que Becky Hammon a un peu, un peu tapé du poing sur la table au bout d'un moment, aussi en saison. On l'avait vu devant les médias, elle n'était pas du tout satisfaite du niveau d'engagement, du niveau défensif, de tout un tas de choses. Et c'est aussi ça, c'est aussi ça la qualité des bons coachs, c'est de savoir contourner les obstacles quand ils arrivent en saison. Bah là, les Aces on est quand même moins inquiet qu'à un moment. C'était une inquiétude relative parce qu'on connaît le niveau de cette équipe. Mais là, on les retrouve, on a vraiment retrouvé cette équipe qui est donc, je le rappelle, quatrième à 4 victoires de New York. Donc ça, oui, effectivement, la première place, ça semble un peu compliqué. Mais Minnesota et Connecticut devant, ça va pas être simple non plus pour ces deux équipes de tenir la cadence. Et puis dans tous les cas, le plus important reste les playoffs. Et en playoffs, les Aces peuvent regarder tout le monde avec plutôt, voilà, avec sérénité normalement, vu la confiance accumulée ces dernières années avec les 2 titres. Je pense qu'elles ont tout intérêt quand même à éviter d'être quatrième ou cinquième. Ouais, bien sûr. Parce que déjà jouer certainement Seattle au premier tour, ça serait, ou Minnesota, mais ça serait quand même un gros premier tour. Et si elles finissent quatrième ou cinquième, normalement, si le classement reste figé, c'est New York en demi-finale. Donc ça ferait quand même Ouais. Alors après, c'est une équipe qui a largement de quoi battre ces équipes-là, hein, on est Mm. d'accord. Mais bon, ça leur ferait quand même un parcours. Enfin, potentiellement, là, ça serait Seattle au premier tour, New York en demi-finale et éventuellement le Sun en finale. Bon, ça fait quand même un beau parcours pour être Ouais. champion, parce qu'elles sont capables de le faire, mais à mon avis, elles vont viser la troisième pour éviter, je pense, New York en demi.
pense que c'est ça l'objectif, c'est au moins d'éviter New York en demi-finale, quoi. Ouais, c'est ça, la fameuse finale, enfin, c'est la finale annoncée comme l'année dernière, hein, tout le monde la voit, tout le monde entrevoit une finale New York-Las Vegas, mais c'est vrai qu'il faut que Vegas remonte un peu au classement pour éviter, enfin, pour que ça puisse être crédible, quoi. C'est ça. Ok, voilà pour les Aces. On peut parler des joueuses qui nous ont marqué cette semaine. Alors là, on a évoqué A'ja Wilson qui, tu l'as très bien dit, est en train de rouler sur la ligue. Et autant, ceux qui nous suivent depuis longtemps, parfois on a été taxé d'être un peu, pas sceptique, mais un peu critique sur A'ja Wilson, sur les titres de MVP qu'elle a gagnés. Je pense que c'est juste qu'on aurait peut-être voté pour d'autres joueuses à ce moment-là, ce qui n'enlève rien au talent qu'elle avait montré ces saisons-là, évidemment. Là, c'est compliqué de lui nier cette prétention pour le titre de MVP. Elle est en train de rouler totalement sur la ligue, comme je disais. Et avec Nafisa Collier qui a manqué des matchs, qui était, selon moi, sa plus sérieuse rivale à l'instant T. Voilà. Il y a quand même il y a une marge pour A'ja Wilson pour l'instant dans la course au MVP. On lui souhaite que ça continue comme ça, même si la saison est encore un peu longue. Donc, je pense qu'elle va être élue joueuse de la semaine, mais là, on met en lumière des joueuses, pas forcément la joueuse de la semaine. On en a plusieurs, on en a noté plusieurs. On peut peut-être commencer par... On était sur New York, on peut peut-être parler de Sabrina Ionescu, qui, si je dis pas de bêtises, a été élue joueuse du mois, le mois dernier. Ouais. Donc elle est quand même déjà sur une saison très très solide. Mais là, il y a eu ce match contre Connecticut qui était un choc entre les deux premiers du classement. Elle finit avec 21 points et un contre décisif dans les derniers instants. Il y a 4 matchs de suite là où elle a au moins 20 points. Et ce qui m'intéresse le plus, tu me diras ce que tu en penses, c'est que l'an dernier, on avait pointé du doigt son adresse surréaliste à 3 points. Elle avait fait une saison incroyable au niveau du shoot. On avait pressenti que ça baisserait un peu. Ça a baissé beaucoup au niveau de l'adresse extérieure. Mais malgré ça, elle arrive à impacter le jeu et être absolument cruciale pour le Liberty, que ce soit à la création, playmaking et même défense, ce qui était un peu moins attendu. Elle est à la fois moins pénalisante et parfois même plus décisive sur certaines séquences. Donc, on voulait parler un peu de Sabrina Ionescu. Qu'est-ce que tu as trouvé ces derniers temps chez elle ? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit déjà ? Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que pourquoi elle peut se permettre de shooter moins bien cette année, c'est parce qu'elle joue vraiment à la main et en fait, il n'y a pratiquement plus de période où Sabrina joue avec Courtney Vandersloot. Et ça change tout, en fait. On voit bien, Courtney Vandersloot, elle est autour de 20 minutes de jeu par match depuis le début de la saison. Elle était à 35 l'année dernière. Voilà, le choix, il a été clairement fait. Et du coup, ça remet Sabrina au cœur du jeu. Ça lui permet de ne pas être juste une shooteuse. Même si sur la semaine, elle shoot quand même à 41% à 3 points. Donc, elle a retrouvé un peu d'adresse. C'est surtout le début d'année qui a été un peu plus compliqué dans l'adresse. Là, ça va mieux quand même. Mais non, elle est excellente. Tu as parlé du contre qui est un double contre, hein, parce qu'il y a Brianna Stewart et elle sur l'action. Mais il y a les deux paniers juste avant aussi. Il y a 2 flotteurs, en fait. Il y a un drive vers le panier et un flotteur qu'elle met qui sont décisifs, qui refont passer New York devant le Sun, qui a été d'ailleurs plutôt un bon match à regarder. Si vous avez l'occasion si vous ne l'avez pas vu, faites-le en replay. Hein, c'est un match assez sympa à regarder. Et elle excelle. Moi, je la retrouve dans ce que j'aime la voir, quoi, c'est-à-dire à la création, porter la balle, organiser. Et puis, même le match qu'elle fait hier, hein, donc je rappelle que hier, New York bat Chicago, mais sans Brianna Stewart et Betnal Jalaini, et elle prend complètement les choses en main. Elle met 28 points. Elle est hyper importante. Elle commence un peu mal le match, mais alors par contre, sur la deuxième mi-temps, elle met des gros tirs, et elle en met un notamment pour définitivement clore le match, parce que même si le score peut paraître un peu large, ça s'est joué vraiment dans le quatrième, hein. Chicago était pas loin et elle met un énorme tir à 3 points, 3 mètres derrière la ligne. Non, elle est excellente, mais bon, de toute façon, je trouve qu'il n'y a pas de surprise, quoi, moyennant qu'on la mette au cœur du jeu. Elle sera, à mon avis, top 5 MVP, hein, cette saison, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de... Alors, elle est sans doute pas... Il y a trop de monde à New York pour que ça soit quelqu'un de New York, je pense. C'est trop réparti. Mais à mon avis, elle sera dans le top 5 MVP. Elle aura des votes et ça sera amplement mérité. Et dernière petite chose sur elle, je pense actuellement que c'est quand même... On en a parlé plusieurs fois l'année dernière, mais je pense que c'est vraiment la leader de cette équipe. Et ça doit être la leader de cette équipe. Que ça soit vocal, que ça soit... dire au niveau vocal, dans le jeu. Au niveau vocal, déjà, on sait que... Alors, théoriquement, la franchise player, parce que même la communication était articulée autour de ça, elle a été MVP l'an dernier. Bon, Brianna Stewart, c'est Brianna Stewart, mais on sait que c'est moins dans son tempérament d'être leader vocal.
Mm. On sait que c'est plus Sabrina. Sabrina, elle parle tout le temps sur le terrain. Elle est habituée au spotlight depuis toujours, quasiment. Ce qui est moins le cas de Brianna Stewart, même si elle était très attendue médiatiquement aussi. Et Sabrina, elle est née dans l'ère où la WNBA a commencé à être vraiment médiatisée. Donc elle a l'habitude de ça. Et en termes de tempérament, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu elle aussi la patronne de l'équipe. Et ouais, sa Ça saison. empêche pas. Ouais, Ça empêche pas Ed Stewie d'être la meilleure joueuse bien de sûr, l'équipe. bien Je sûr. parlais bien Ouais, dans le leadership, dans la façon de communiquer avec ses partenaires, ouais, etc. Et puis dans la façon aussi de prendre les gros tirs quand il faut. Elle a ça en elle, en plus, depuis toute ouais. jeune. Donc voilà quoi. Non, elle est excellente, franchement. Il y a rien à dire quoi. Ouais. Il y a une autre meneuse dont on voulait parler, meneuse la plus sous-cotée probablement de la ligue. Mm. Quand on a No fait, All-Star. voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai été choqué quand on était sur Twitch jeudi dernier en checkant un peu les All-Stars, vu que j'avais moins suivi, de voir que Natasha Cloud n'était pas All-Star cette saison. Natasha Cloud qui était déjà très régulière avec Washington, enfin en progression constante avec Washington. Phoenix, elle arrive comme un poisson dans l'eau, toujours fidèle à elle-même. Et donc ouais, tu voulais nous parler un peu de sa bonne forme et du niveau qu'elle a avec Phoenix, et ça explique aussi en partie pourquoi Phoenix réussit à s'accrocher à la 6e place, c'est qu'elle fait une super saison. Ouais, bah là, sur la semaine, en plus, elle apporte au scoring, ce qui n'est pas forcément Mhm. sa qualité première, mais elle est à 23 points, 6 rebonds, 6 passes, 60% au tir, 55% à 3 points, 100% au lancer. Il y a toujours presque 2 interceptions. Enfin bon, voilà, c'est impressionnant. Et puis c'est surtout au-delà des stats, c'est dans le jeu quoi. On voit Mhm. la nuit dernière, enfin pas la nuit dernière, la nuit d'avant, pardon, contre Indiana, elle ne joue pas, elle est laissée au repos et Phoenix explose Mhm. complètement. Le travail défensif, c'est elle qui permet, je l'ai répété plusieurs fois, c'est elle qui permet aussi de continuer à pouvoir laisser 30 minutes sur le terrain Diana Taurasi, Ouais. parce qu'elle fait les tâches défensives à côté, elle comble voilà, toutes les failles, elle, elle gère cette équipe. Quand vous regardez un match de Phoenix avec elle et sans elle, vous allez voir, c'est le jour et la nuit, et notamment le match d'Indiana, là, que je parlais à l'instant, il est vraiment, il montre ça, quoi. Il met Mhm. vraiment en lumière ça. On a Kalia Copper qui joue tous les ballons quand elle n'est pas là, il n'y a pas d'organisation. C'est vraiment une chose. C'est oui, comme tu dis, je pense qu'actuellement c'est certainement la joueuse la plus sous-cotée de la ligue. Bah, Clairement, de tout poste confondu, au-delà de la main, mais je pense même que personne n'en parle. Mais par contre, elle est essentielle. Enfin, sous-cotée en tout cas d'un point de vue des fans et des médias. Moi, je pense que le fait par qu'elle soit contre, pas All-Star, je pense qu'elle est très très appréciée par les joueuses. D'ailleurs, je suis pas très étonné que tu vois Phoenix, ça a été vraiment une des premières joueuses qu'ils aient signé à la Free mhm. Agency. Et j'aurais bien aimé voir tu sais, le vote des joueuses pour le All-Star Game, voir où elles se situaient. Ouais. On n'a jamais eu le détail, mais je ne serais pas étonné que du point de vue des joueuses, elles soient assez hautes en fait. De toute façon, auprès Parce de ses qu'en pairs, plus, elle a toujours été bien aimée. Je veux dire, même à Washington, c'est une joueuse emblématique en fait. C'est une emblématique puis en dehors du terrain aussi, voilà, quoi. parce qu'elle s'exprime beaucoup sur les sujets de société et tout ça. Elle n'hésite jamais. Elle rentre, elle rentre vraiment dans le vif. Et sur le terrain, en plus, voilà, elle est irréprochable aussi. À Washington, elle est emblématique. À Phoenix, elle est déjà en train de l'être. Je te dis, elle vient d'arriver dans une équipe où il y a quand même des personnalités, des égos. C'est pas du Non, tout ça la lui va même. bien. Voilà, ça lui va plutôt bien. Et elle fait une saison remarquable encore, tout simplement. Il y avait une troisième joueuse aussi dont on voulait parler, une joueuse dont on ne parle absolument jamais. Je plaisante. C'est clair. Caitlin Clark, Caitlin Clark qui est sur une très très belle lancée. On en parlait déjà un peu jeudi si vous étiez avec nous en direct, mais elle est vraiment après un début de saison logiquement un peu poussif, mais tout en étant statistiquement plus que correct pour une rookie. Évidemment, il faut rappeler que c'est une rookie. Caitlin Clark sur les 10-15 derniers matchs, c'est assez incroyable. Là, sur les 10 derniers, j'avais noté, je ne sais pas si tu as les mêmes stats, mais sur les 10 derniers, elle est à 19 points, 10 passes, 7 rebonds à 45%, 37% à 3 points. Je crois que c'est l'une des seules joueuses de WNBA dans l'histoire qui, sur une fenêtre de 10 matchs, a fait au moins 100 passes et 25 paniers à 3 points. Donc évidemment, elle est dans sa propre galaxie sur ce terrain-là, mais oui, moi j'ai trouvé sur tous les derniers matchs que, dans tout, hein, c'est-à-dire qu'il y a les statistiques, ça, c'est une partie de la chose, mais tu sais, le comportement, le fait d'être à l'aise sur le terrain, dans l'affrontement, dans le contact, dans la relation avec les autres, c'est de mieux en mieux, quoi. Ah, ce qui est fort, c'est qu'on la voit progresser, quoi. On la voit progresser sur les phases de jeu en début d'année quand elle se faisait
blitzer littéralement sur les pick and roll. Aujourd'hui, elle lâche les ballons. Elle apprend, quoi. Bon, il lui manque encore toujours tout le jeu intermédiaire à 2 points, ce que moi je continue de penser qu'il y a un manque. Après, peut-être qu'elle n'a pas l'occasion de travailler cette saison, c'est court, hein, t'enchaînes les matchs en W. Je serais plus critique si je la vois recommencer la saison prochaine sans cette partie-là, parce que je pense que ça sera indispensable, et on l'a vu notamment tu vois, sur une joueuse qui peut sembler un peu semblable, en tout cas dans le poste de jeu, tu vois, c'est Sabrina. Sabrina, on en parlait tout à l'heure, elle a beaucoup travaillé les flotteurs, les jeux à 2 points, ce qu'elle n'avait pas forcément au début de carrière, et je pense que ça sera indispensable, mais là elle est très forte. Après, où je la trouve exceptionnelle là en ce moment, c'est à la passe. Elle cherche vraiment à faire jouer ses partenaires. Attention quand même, juste un petit point pour tempérer, sur notamment les passages où elle fait beaucoup de passes et beaucoup de points. Je trouve que c'est là où elle monopolise trop la balle, et les matchs, si vous regardez les matchs où elle fait en gros 27-28 points et 10 passes, souvent Indiana les perd. Moi je la préfère autour de 15-18 points et 10 passes, quoi. Parce que ça permet de partager un peu plus. Faut pas qu'elle soit dans le mode Iowa, quoi. Faut qu'elle trouve le curseur entre les deux. Elle le trouve plutôt, hein, mais il y a eu un dernier match là contre Washington où elle est monstrueuse, mais 30 points, 15 passes, mais je crois un truc comme ça, ou 13 passes. 29 points, 13 passes, 5 interceptions. Voilà. Mais là, le match, il est perdu, et assez largement, même si elles reviennent un peu à la fin du match, mais il y a eu 20 points presque tout le match, et c'est la façon de jouer de Caitlin que moi j'aime le moins. Petit truc aussi par rapport aux statistiques, attention aussi, parce qu'elle joue énormément, elle est à 38 minutes de moyenne là pour moi elle joue trop aussi, hein, ça c'est clair, et elle joue beaucoup de ballons, mais bon, après il faut savoir l'utiliser quand même, donc non, elle fait franchement une saison rookie incroyable. Bon, on n'est pas vraiment surpris, nous, hein, on l'attendait. Juste, tu vois, je l'ai pas prise en premier pick dans ma Fantasy League ESPN pour rien, quoi, en fait. Donc, non, je suis pas surpris, quoi. Et pour appuyer ce que tu dis sur la qualité de passe, si tu regardes les 4, 5, 6, sur les 7 derniers matchs là, donc bon, il y a 4 défaites, 3 victoires, hein, donc c'est bon sur le bilan, voilà, mais sinon mais c'est bien, c'est 50% presque. Elle fait 13 passes contre Chicago, 12 passes contre Phoenix, 11 passes contre Vegas, 13 passes contre New York, 13 passes contre Washington, 13 passes contre Phoenix, où tu m'as dit que t'as cru qu'elle allait exploser le record de passes, parce qu'en un quart en 5 minutes. 7 en 5 minutes. Donc, de toute façon, oui, c'est le genre de fille qui a le record de passes dans les pattes aussi. Je veux dire, si elle est capable de faire des trucs comme ça. Mais voilà, ça pour dire que sur les 7 derniers matchs, il n'y en a qu'un seul où elle a fait 7 passes, c'était contre Seattle, et c'est plutôt sa moyenne, 7 passes depuis le début de la saison. Là, elle est sur un tempo beaucoup plus élevé. Et puis même, voilà, au niveau de l'adresse, même sur le match que tu évoquais contre Washington, où effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure version pour Indiana en l'état, en tout cas. Elle est forte, hein. Elle shoot encore à 50%, donc il y a pas elle n'est pas sur de l'individualisme forcené où elle cherche que ses shoots pour elle, voilà. Donc elle reste intéressante. C'est pas ce que je voulais dire, c'était juste l'aspect que quand au bout d'un moment elle joue trop de ballons, elle oublie un peu ses partenaires aussi, et il faut du partage, quoi. Donc, mais non, mais elle est excellente, et si elle continue comme ça, elle va être meilleure passeuse de la ligue, hein. Ce serait va fou. falloir s'y préparer, hein. Ce serait fou qu'on ait meilleure passeuse de la ligue, Caitlin Clark, une rookie, meilleure rebondeuse de la ligue, Angel Reese, une rookie. Malheureusement, Cameron Brink, bon, je pense qu'elle aurait été meilleure contreuse de la ligue si elle avait pu poursuivre. Et bon, on reviendra en détail sans doute plus tard un jour sur cette classe de rookie qui est aussi exceptionnelle que ce qu'on pensait. Mais voilà, en attendant, Caitlin Clark fait une très bonne saison avec la progression qu'on espérait. Les challenges qui sont logiques, sportifs, extra-sportifs, elle est en train de s'en accommoder aussi. Et voilà, tout va bien, et c'est une bonne nouvelle pour la Ligue et pour elle, parce qu'à un moment, on craignait un peu entre son utilisation, le temps de jeu qui reste très 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 élevé, t'as raison. Ouais, trop. Plus les sollicitations médiatiques et le fait qu'elle fasse le buzz constamment, c'est pas simple à gérer, mais là, on est plutôt sur la bonne voie. On va passer à nos coups de cœur / coups de gueule, Gis. Petit coup de cœur pour commencer, que tu voulais passer pour Kayla McBride des Minnesota Lynx, qui fait une saison assez incroyable. Enfin, je pensais pas qu'elle était encore... donc elle a 32 ans, elle est pas hyper âgée, mais elle n'était pas sur une dynamique fantastique, je trouve, depuis
même depuis son arrivée à Minnesota, elle a fait quelques bons passages, mais c'était pas, je sais pas si c'était l'impact que j'imaginais pour elle. Là, elle fait une saison incroyable, hein. Je te donne les stats avant de te lancer, mais donc elle a 16 points par match, elle a déjà fait mieux que ça en carrière, hein. En 2019, notamment, elle a déjà fait des saisons à 18 points par match, donc c'est pas sa meilleure saison au scoring. Par contre, elle est à 43,8% à 3 points, et c'est sa meilleure saison si on tient compte du fait qu'en sur sa meilleure saison précédente à 3 points, elle prenait 4 tirs par match, elle en prend 7 aujourd'hui, des tirs primés, et elle est sur une forme incroyable, sans parler du point de vue défensif, où je pense que tu vas nous en dire deux mots également. Ouais, bah pour moi, elle fait la meilleure saison de sa carrière. Alors, c'est pas là où elle score Mhm. le plus, pardon. Ouais, Mais par contre, il faut voir que, tu vois, elle est à 2 points de moins, par exemple, que sa saison 2018, qui est sa ouais, meilleure saison en carrière. Mais elle prend 4 tirs de moins. Donc, en termes d'efficacité, c'est fou, quoi. Je la trouve hyper à droite, bah, quoi, tu l'as dit, 44% à 3 points, c'est les pourcentages qu'a fait Sabrina mhm. Ionescu l'année dernière, à peu près sur le même volume, hein. Ouais, c'est ça. L'année dernière, je crois que Sabrina, elle Elle était avait 8 autour de shoots, ouais. 8 shoots, là, elle en a 7. Bon, voilà. Elle est toujours à 92% au lancer, enfin, elle n'en loupe pas un. Donc ça, c'est impressionnant. Et puis, comme tu l'as dit, dans l'impact défensif, honnêtement, c'est actuellement, s'il y avait un trophée de meilleure défenseuse extérieure de la Mhm. ligue, je lui donnerais. Ouais. Elle est incroyable. C'est en grande partie grâce à elle que Minnesota est deuxième meilleure défense de la ligue. Euh, elle défend hyper dur sur toutes les meilleures joueuses d'en face, tout en gardant de l'efficacité offensive. C'est ça qui est incroyable. Et puis, je la trouve hyper bien en place dans le jeu, tu vois. Euh, Minnesota, c'est un jeu hyper académique, mais elle se retrouve hyper là-dedans. Elle amène même un peu de folie des fois dans le jeu académique de Minnesota. Elle est capable des fois de prendre des tirs à 4, 3 mètres derrière la ligne en fin de contre-attaque, mais c'est bien jaugé, quoi. Moi, je la trouve complètement à maturité, ce qui est, ce qui est impressionnant à 32 ans quand même, parce que Mhm. souvent, c'est quand même le début de l'âge où tu commences un peu à baisser. Et je la trouve pas à la peine en plus physiquement. Non, c'est très fort. Et puis il y a encore le dernier match là. Bon, certes, Minnesota a perdu contre Seattle, mais bon, sans Nafisa Collier, mais elle a collé 27 points en 21 minutes de jeu, Mhm. à des pourcentages à 50% à 3 points. Je crois qu'elle fait 6 sur 12 à 3 points de mémoire. Non, ce qui est dingue, ce qui est fort aussi, c'est que tu lui donnes le rôle de deuxième option, elle fait la deuxième option. Tu lui demandes de défendre, elle défend. Tu lui demandes un soir d'être première option, elle est première option. Euh, voilà, comme je disais, elle est presque à pleine maturité dans son jeu, en compréhension, dans la défense, l'attaque. C'est Je trouve que vraiment. c'est un peu une renaissance parce que c'était Ouais, une joueuse avec bah, une vraie cote, hein. C'était une des meilleures joueuses de la ligue. C'est simple, je crois que quand on avait fait nos premiers power rankings, alors sur le tout premier, tu l'avais pas fait avec nous, mais avec Steph, non. elle était dedans, je crois, dans les 23, 24 meilleures joueuses de la ligue. Et petit à petit, elle en est sortie. Alors que sur le talent pur, et puis même sur ce qu'elle fait en Europe depuis des années, on sait que c'est une très forte joueuse. À Vegas, elle était forte. Elle était à Vegas avant que Vegas ne décolle vraiment, en fait, hein. C'est aussi ça. Et là, je m'attendais pas à 32 ans, comme tu le disais, et avec les dernières saisons où elle avait expliqué, elle avait écrit des articles dans le Players Tribune, c'était pas la période où elle se sentait le mieux sur le plan Ouais, personnel, elle était pas très mentalement, ouais. épanouie, la santé mentale compliquée, elle a dû beaucoup travailler dessus. Là, le contexte est parfait pour elle à Minnesota, parce qu'elle a pas besoin d'être une première option, et elle est une deuxième option parfaite, et là, je pense que si on faisait un petit power ranking maintenant, et on le fera Ouais, lié, évidemment comme clairement. d'habitude autour de Noël, on vous en fera un donc dans quelques mois pour vous donner un peu un rapport de force de ce qu'on pense des joueuses individuellement. Je pense que Kayla McBride va faire son retour dans les meilleures joueuses WNBA, tout simplement. Voilà. Ouais, ouais, non, mais je pense que si la période Vegas, ça lui a pas rendu service. Mhm. Bin Lambir n'arrivait pas à l'utiliser. Et, et du coup, il a fallu un petit peu de temps. Après, bon, voilà, tu vois, en sortie de bulle, il y a tous ces contextes-là. Et je maintiens, je trouve qu'elle a hyper progressé défensivement. Et je m'en suis rendu compte, moi, au Fenerbahçe, en fait. Quand elle a joué avec le Fener depuis 2 ans, c'est elle qui a arrêté tout le monde en Euroleague. Et elle n'était pas à ce niveau-là défensivement. Je ne sais pas Mhm. si c'est une prise de conscience, si c'est aussi ces différents coachs qu'elle a eu au Fener qui lui ont montré, c'est un peu en mode comme Betnel Jalani, il s'est mis à shooter à 3 points. Tu sais, personne n'avait vu qu'elle était capable de shooter à trois Ouais. points. Puis d'un seul coup, elle a pris le contexte qu'en fait, elle était capable de le faire. Mhm. Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça défensivement. Elle s'est rendue compte qu'en fait, que c'est un bœuf, hein. Je veux dire,
physiquement, quand elle est, Oui, enfin moi je la vois capable de tenir des post-up sur des intérieurs hein, cette année, ouais. donc faut se rendre compte quand même. Pourtant elle est pas si grande, mais elle est tankée. Et... Non, c'est impressionnant quoi. Franchement, c'est gros coup de cœur quoi. Très belle saison pour Kayla McBride et pour Minnesota, évidemment, par extension. Là, les Lynx qui sont toujours top 3 comme on l'a dit tout à l'heure. Alors petit coup de cœur de ma part, alors c'est coup de cœur très récent parce que c'est un match que j'ai regardé et paradoxalement vous allez dire c'est celui où la série d'Angel Reese s'est stoppée avec donc si je dis pas de bêtises elle s'est arrêtée à 15 double-double de suite. Ouais, c'est ça. Donc elle a échoué à 2 petits points d'un nouveau double-double contre New York. Ce que j'ai bien aimé en fait c'est que New York, vous avez peut-être vu la séquence, New York défendent hyper fort sur elle alors qu'il y avait 81-67, il y avait une quinzaine de secondes à jouer. Et il y a eu prise à 3, voire 4 même. avec Sabrina qui vient un peu fermer là, sur le côté. Prise à 4. Il y avait, voilà, ils auraient très bien pu à 15 secondes avec plus 21 la laisser scorer, la laisser chercher son double-double. Et je trouve que... Alors deux choses. J'aime voir New York défendre comme ça à plus 21 parce que c'est aussi ce qui fait qu'une équipe que je vais prendre une équipe plus au sérieux encore pour le titre. Et j'aime que le Liberty et les joueuses qui étaient sur le terrain à ce moment-là lui aient montré ce respect-là en ne lui faisant aucun cadeau en fait. Ça veut dire qu'ils la prennent très au sérieux. Ça fait 2 matchs que Sandy Brondello fait des plans de jeu pour la freiner, pour la stopper. Et ça montre que c'est déjà une joueuse qui fait réagir les adversaires, qui les pousse à s'adapter. Et les adversaires prennent en compte que c'est déjà une joueuse très importante pour le Sky évidemment et une joueuse importante de la ligue. Donc j'aime le respect que ça montre pour la saison qu'elle est en train de faire et pour le niveau qu'elle affiche. Donc c'est un coup de chapeau aussi évidemment à Angel Reese, mais pour le fait que à plus 21, New York a vraiment défendu sérieusement dessus. C'est le genre de séquence que j'aime bien parce que quand on regarde des matchs toute l'année, à plus 21, c'est du garbage time. Normalement, tu as toujours des joueuses qui vont mettre un peu plus d'intensité que d'autres, mais là, voir une séquence comme ça avec. Alors, je dis 3,5 parce que Sabrina vient fermer un peu, mais elles sont littéralement 3 collées à elle pour l'empêcher de tirer. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une belle preuve de respect et c'est aussi pour redire qu'Angel Reese fait une saison incroyable. Je sais plus, tu me disais, elle a combien sur le dernier match, elle fait 18 rebonds encore. Enfin, 16 rebonds. 16 rebonds, pardon. Enfin, elle a une facilité à prendre des rebonds en termes de placement. Voilà, elle fait une saison vraiment exceptionnelle, encore pour une rookie. Et on reparlera plus tard, à mon avis, cette saison de cette lutte à 2 pour le titre de rookie de l'année qui est assez passionnante, parce qu'on a parlé de Caitlin Clark avant, mais Angel Reese aussi fait une saison exceptionnelle. Toutes les rookies qui ont fait plus de 10 double-doubles dans la saison ont été élus rookie de l'année. Ok, donc elle est bien partie. Dont deux MVP qui sont Yolanda Griffiths et Candace Parker. D'accord, bon, voilà. C'est plutôt bien parti. C'est plutôt bien parti historiquement si on se fie aux stats. Après, est-ce que tous les ans, il n'y a pas eu une autre rookie comme Caitlin Clark oui, mais en plus, Caitlin, elle est capable de faire les mêmes en passe, quoi. C'est juste un petit passage, quoi, pour dire encore une fois à quel point elles sont toutes les deux impressionnantes. Ouais. J'enchaîne avec mon petit coup de gueule que je sais que tu partages parce que c'est une joueuse qu'on aime beaucoup, qu'on adore même chez Swish Swish. C'est l'utilisation de Nika Mule avec Seattle. Je vais vous dire, on s'est même fait avoir quelques secondes par une fake news, un fake tweet qui indiquait que Nika avait été coupée par le Seattle Storm. Alors c'était un fake, absolument pas drôle, mais il y a plein de gens sur Twitter qui se sont fait prendre et qui ont même des médias qui ont commencé à relayer le fake Nika Mule, qui était une joueuse, même si elle était prise un peu plus loin à la draft, qui est une joueuse qui a été parmi les plus suivies et médiatisées de cette classe de draft là. Et je suis très frustré, comme je le sais que tu l'es aussi, par son temps de jeu, son utilisation. 32 minutes en tout depuis le début de la saison. On sait qu'elle avait eu le problème de visa au début qui l'empêchait de jouer, mais une fois qu'elle a été activée, rien ne l'empêchait de jouer. Elle récupère des miettes, des morceaux infimes dans le garbage time. Les 2 derniers matchs contre Dallas et Minnesota, qui sont des matchs pliés dès le début du 4e quart-temps, elle joue 6 minutes, 6-7 minutes. Et globalement, c'est très décevant de voir qu'elle peut pas s'exprimer, alors qu'il semble quand même y avoir de la place pour ce qu'elle apporte sur le terrain. C'est pas une joueuse dont on a envie forcément de voir le talent offensif. On sait qu'elle est capable de faire beaucoup de passes décisives et tout ça, mais surtout ce qu'elle apporte normalement et ce qu'elle apportait à Yukon, je pense qu'il y a moyen qu'on la voit un peu plus, et c'est frustrant, et j'espère que sur la deuxième partie de saison notamment, on va la voir un peu plus, parce que c'est frustrant. Ouais, ce que je comprends pas, moi, c'est que Seattle a
à une forte équipe, à un fort 5. Ça, c'est indéniable. Alors que le 5 joue beaucoup, on est OK, ça, il n'y a pas de doute. Mais sur le banc, il y a quand même des. Voilà, c'est quand même un peu plus faible. Et quand je vois que, tu vois, que des joueuses comme Victoria Vivian sont beaucoup utilisées, enfin, je comprends pas en fait. Alors que Nika, elle pourrait donner aussi, faire souffler certaines joueuses. Par moment, Joy Lloyd et Skylar Diggins-Smith, qui revient aussi quand même de grossesse, etc. Tu sens que physiquement, c'est un petit peu dur dans certains matchs. Alors, je demande pas que Nika joue 20 minutes par match. Hein. C'est évident qu'elle jouerait pas 20 minutes, mais je pense qu'elle pourrait apporter. Et voilà, je suis surpris parce que Nika, il fallait pas qu'elle tombe dans une équipe en reconstruction, il faut qu'elle tombe dans une équipe qui joue quelque chose, ce qui était le cas de Seattle, parce que c'est pas une joueuse c'est pas une joueuse générationnelle. Elle peut évidemment progresser, mais c'est pas une première option, c'est pas une deuxième ni une troisième option. Mais c'est une fille qui est élite en défense, qui a une bonne vision de passe, qui a une bonne structure de jeu parce qu'elle est passée par Yukon, donc elle est passée à la moulinette Gina Oriema. Et c'est vrai que c'est étonnant de ne pas l'avoir. Moi, je me demande juste, on sait que Noelle Quinn, elle n'est pas très ouverte à ouvrir son banc, historiquement, depuis plusieurs saisons. Je me demande si elle n'est pas en train quand même de la mettre un peu tu vois, en développement, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on la verra plus l'année prochaine? Je sais pas, je suis assez étonné. Franchement, je comprends pas. Il y a que cette explication-là qui pourrait me faire dire, tu vois, qu'elle cherche vraiment à la développer, à le faire progresser offensivement, qu'elle soit plus dangereuse en attaque, de façon à pouvoir l'utiliser peut-être sur l'année prochaine ou d'ici 2 ans et de pas la cramer tout de suite, quoi. Parce qu'elle joue moins de 3 minutes, elle joue moins de 3 minutes par match. Et il y a des matchs. Ouais. Tu vois, je te donne des exemples. Non, mais elle joue pas. Elle joue pas. Voilà, ce qui me pose problème aussi, c'est vraiment sur les matchs où c'est pas. Alors, même sur les matchs où c'est un peu serré, je pense qu'elle pourrait. Là, elle a moins de 3 minutes par match, elle pourrait avoir un peu moins de 10 minutes, ou autour de 10 minutes. Rien que ça, ce serait déjà. Mais Oui, tu sais, c'est les matchs quoi. où c'est plié, où tu vois, je sais plus quel match, il y avait un match. En juin contre les Sparks, je crois, enfin, que j'avais regardé, et puis je comprenais pas. Elle joue 1 minute, toi, elle l'a fait entrer. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est sympa de goûter au terrain, j'entends, hein, mais elle a fait 5 matchs de suite avec 1 minute. Elle a toujours pas marqué le moindre panier en WNBA, ce qui n'est pas grave. Bon, quand tu joues 32 minutes depuis le début de saison, ouais. Voilà quoi. C'est compliqué. Donc voilà, c'était un peu la. Non, puis en plus elle joue en garbage time et du coup elle joue aussi en garbage time avec des joueuses qui sont moins fortes aussi. Ouais. Donc c'est plus dur de s'exprimer. Hein. C'est plus facile quand tu joues avec Joy Lloyd à côté que quand tu joues avec, tu vois, un fin de rotation quoi. Donc en plus souvent quand elle rentre en fin de match comme ça, c'était encore le cas là contre Minnesota où il y avait de l'écart. Bon bah toutes les joueuses avec qui elle joue, toutes les joueuses prennent que des tirs en première intention parce que elles essayent de se montrer. Ouais. On connaît un peu les Américaines là-dessus. C'est un peu comme en NBA quand tu as 3 minutes, tout de suite je veux prendre des shoots quoi. Donc bon, c'est pas le plus grand collectif et Nika, il faut la mettre dans un collectif parce que c'est sûr qu'elle fera pas la différence individuellement. Ouais. Donc on va voir. J'espère quand même la voir un peu plus, mais j'ai un peu des doutes parce que je pense pas que c'est en playoff qu'on va la lancer quoi. Donc voilà, je suis un peu mécontent de ça aussi. C'est pas un coup de gueule, mais c'est voilà plutôt une incompréhension. Ouais, bon, on observera sur la deuxième partie de saison si les cartes sont un peu redistribuées du côté de Seattle. Mais pour l'instant, petite déception pour l'utilisation de Nika Mühl. Toi, tu avais un coup de gueule qui concernait alors un match en particulier, mais le match d'hier. Voilà, mais qu'on peut étendre à plusieurs autres rencontres depuis le début de la saison. C'est au sujet de l'arbitrage sur la rencontre d'hier entre, ça y est, j'ai déjà oublié parce que je l'ai pas noté. Chicago-New York. Celle entre Chicago et New York, voilà. Qu'est-ce qui t'a chagriné sur cette rencontre? Bah, j'avais l'impression de revenir en NCAA quoi en fait. Non mais globalement l'arbitrage est bon depuis le début de la saison. J'ai pas trop voilà. Il y a pas trop de problèmes, mais en WNBA, de façon générale, il y a rarement des problèmes. C'est plutôt quand même bien sifflé. Mais là, hier, les 3 arbitres, franchement, ont fait le show. Tout ce que je déteste, en fait, de l'arbitrage, moi, je parle même pas de est-ce qu'il y a une équipe avantagée ou l'autre, tu sais, là-dessus. Ouais, bien sûr. Ma réticence de parler de ça sur les coups de sifflet, de savoir si un play a pas été bien sifflé par rapport à un autre. Un match, ça joue jamais sur une action. Mais là, elles ont été les arbitres hier, ils ont été au détriment du jeu. C'est-à-dire qu'ils ont sifflé complètement de façon incohérente. Et ce que je déteste le plus au basket dans l'arbitrage, c'est ça. C'est-à-dire que ça siffle pas beaucoup ou beaucoup, c'est toujours aux joueuses ou aux joueurs de s'adapter. Je veux dire, si par exemple, tu n'as pas les coups de sifflet que tu as un autre match,
et ben ça veut dire que si c'est plus physique, ben, c'est à toi aussi de mettre plus de physique. Là, le problème, c'est que d'hier, c'est que d'un play à l'autre, donc d'une action à l'autre, il y avait quelque chose qui était sifflé, puis le coup d'après, c'était plus sifflé. Un coup, ça sifflait beaucoup, puis après, ça sifflait plus du tout. Donc, du coup, il n'y a aucune cohérence et c'est hyper dur pour les joueuses de s'adapter, pour les coachs aussi. Et puis, ça fait un spectacle qui est franchement très compliqué à regarder. Le match hier, il a vraiment été. C'était pas un mauvais match, mais il a été beaucoup entaché par la qualité de l'arbitrage. Et voilà, j'ai horreur de ça. C'est quelque chose là. Je trouve qu'en plus, bon, individuellement, Angel a été très très mal arbitré hier. Mais Jonquel Jones aussi. Voilà, c'est pas rendre service au jeu et c'est pas rendre service au produit, et c'est pas rendre service aux fans non plus, parce que voilà, quand la qualité des arbitres est moins bonne, bah, la qualité du match est moins bon. Et je rappelle que les arbitres, leur rôle, c'est de faire appliquer le règlement, mais d'être au service du jeu et pas d'être à l'envers, quoi. Et là, je trouve qu'ils ont été vraiment complètement à l'envers du jeu, quoi. Il y a des joueuses qui ont un peu manifesté leur frustration, pas sur ce match-là en particulier, même s'il y en a qui l'ont fait aussi, mais je sais plus, j'ai vu, je crois que c'était le match contre Phoenix où Caitlin Clark apostrophe directement les arbitres en leur disant, un peu à la Torazi. Ouais, bon. Bon, non, mais là c'est de la frustration sur des situations en particulier. Hein. C'est pas forcément lié à ce que tu as dit, mais où il leur dit wake up, you guys are so bad. Ouais, bon, je me méfie un peu des joueuses parce que si tu veux, il y a des joueuses qui n'ont jamais fait faute non plus dans leur carrière, quoi. Tu vois, donc non, ça c'est pas le comportement, c'est surtout le. Encore une fois, là, moi, je regarde le match sans a priori. Je suis pas pour New York, je suis pas pour Chicago. Y a pas parce que quand t'es joueur ou jouer sur le terrain, déjà t'as le contexte du match, t'es dans le jeu, bon voilà, et puis tu vas toujours, enfin, il y a des biais, quoi, forcément, parce que tu veux toujours que ça aille dans ton sens. Là, c'est vraiment, c'est même pas sur un coup de sifflet en particulier, c'est vraiment tout le match. Vous allez voir, hein, il y a des coups de sifflet, des fois, il y a des parties où ça laisse jouer, et puis le coup d'après, le tout petit contact, ça siffle. Donc forcément, ça crée il y a des disparités, quoi, c'est ça. Voilà, il y a deux techniques dans le match hier, donc il y en a une pour Angel Reese et une pour Teaspoon, ce qui n'est pas très étonnant non plus de la part de Teaspoon, hein, qui à un moment donné a envie de l'apprendre, je pense, parce que voilà, elle en a un peu ras-le-bol. Mais voilà, ça montre aussi que je pense que Teaspoon n'en a pas pris depuis le début de l'année. Je ne suis pas sûr qu'Angel Reese en ait pris non plus. Donc voilà, ça montre aussi la différence. Mais c'est pas que orienté Chicago, hein. New York a aussi été mal arbitré dans ce match, hein. Bon, il se trouve que comme New York gagne le match, forcément ça frustre un petit peu moins les joueuses, quoi. Mais voilà, c'est attention à ça parce que c'est vraiment voilà, ça va à l'encontre du basket, quoi. Avant de finir, j'y pensais parce que on n'en a pas parlé ensemble avant, mais petit clin d'œil. Je sais pas si tu as vu aux ESPYs Awards, qui sont les Oscars du sport américain. J'ai suivi ça. Tu as évidemment suivi. Il y a quand même une forte présence du basket féminin américain dedans, universitaire aussi. Il y a pas mal à la fois de nominés et c'est ça, et de filles qui ont remporté des choses. Alors là, on parlait de Caitlin Clark il y a quelques instants, mais elle a été élue, elle a été élue athlète universitaire de la saison. Elle a été élue, elle a remporté le trophée du record le plus impressionnant, donc parce qu'elle a battu le record de points en université. Voilà, le record de Pete Maravich aussi en NCAA. Au niveau équipe, South Carolina a remporté le trophée de meilleure équipe. Donc c'est surtout, c'est sur toutes les équipes de tous les sports américains, hommes et femmes confondus. C'est ça qu'il faut préciser. Hein. Et sport individuel et collectif. Parce qu'il y a des golfeuses, des golfeurs-golfeuses, des gymnastes. Enfin, tout était inclus dedans. Il y a aussi Juju Watkins qui a été élue révélation de l'année devant Victor Wembanyama. Donc ça montre aussi l'impact qu'elle a eu aux États-Unis, parce que c'est des récompenses très américaines, mais Juju Watkins donc a remporté ça. Est-ce que j'en ai oublié? C'est très possible. A'ja Wilson, évidemment. A'ja Wilson qui a été athlète féminine de l'année, meilleure joueuse de WNBA. Voilà, deux trophées. Et il y en avait plein aussi, même dans les nominés. Hein. Ouais. Je crois Paige Bueckers, a été deuxième, derrière Simone Biles, je crois, sur le retour. Pour le meilleur comeback, ouais. Elle était nommée avec Simone Biles et Zion Williamson, d'ailleurs. Et Paige Bueckers était là. Donc, très forte présence des filles de WNBA, de NCAA, parce que Caitlin Clark, c'est pour ce qu'elle avait accompli en NCAA aussi, notamment. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, ça fait plaisir. Ça montre aussi que aux États-Unis, où c'est quand même le marché principal sur lequel ces rencontres-là de WNBA et de NCAA sont diffusées, il y a
y a vraiment quelque chose qui se passe depuis quelques mois, quelques années même, et ça, voilà, c'est pas prêt de s'arrêter, et on est très 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 heureux de ça. Voilà pour ce Swish Brunch Gis, du dimanche 14 juillet, fête nationale en France. Euh, Voilà. donc on va se laisser là-dessus. On se retrouve de toute façon cette semaine le jeudi. On sera normalement sur Twitch si je dis pas de bêtises. Je sais plus si oui, c'est cette semaine on se retrouve et puis dimanche prochain pour un nouvel épisode comme d'habitude. Merci à vous de nous suivre, de nous écouter. Il y a encore une semaine de Fantasy League, Gis, si je dis pas de bêtises. Ouais, Avant ouais, la pause, hein, ouais. parce que la pause, le dernier match Le, doit être le le- 18 ou le 19 et ouais, le All-Star Game est samedi, hein. voilà. Donc il y a encore quelques matchs. Donc n'oubliez pas de faire votre équipe de SSFL et de suivre ce qu'on vous propose pendant la semaine, que ce soit à l'écrit ou en vidéo avec Benoît qui continue, même en Bulgarie, en train de suivre l'équipe suisse Voilà. U20 ou U18, je sais plus. Il est en train de suivre l'équipe nationale. Il continue de faire des petits résumés vidéo et écrits le matin. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Merci beaucoup à lui pour son investissement. On vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine aussi, et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.